Alors, comment vous considérez qu'on doit reconstruire ou faire évoluer aujourd'hui le lien, la subsidiarité entre le département, précisément, et ce que l'équipe qui a organisé ces États généraux a appelé le bloc communal, ce que vous appelez le bloc communal. C'est donc la question qu'on va poser à travers cette table ronde, et je vais vous demander de m'aider à accueillir les différents orateurs qui sont les invités aujourd'hui du président de Guéry et de l'ensemble du département. Vos invités, d'abord, elle est maire de Saint-Nizier-le-Bouchou, elle est conseillère communautaire à la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse, conseillère départementale aussi, Madame Valérie Guyon, s'il vous plaît, Madame Guyon. Venez, pardon, bonjour, venez vous asseoir, voilà. Elle est maire de Saint-Didier-sur-Chalaronne, elle est vice-présidente d'une interco, elle est première vice-présidente du département de l'Ain, Madame Muriel Lugagiro. Si vous voulez. Vous devez pouvoir trouver votre nom. Deux des hôtes, donc d'autres départements voisins de l'Ain, et d'abord la Haute-Savoie avec Christian Monteil, président du conseil départemental de Haute-Savoie. Je vous en prie, président. L'Isère, le président du conseil départemental, Jean-Pierre Barbier. Monsieur Barbier, s'il vous plaît, merci. Ils ouvriront les perspectives en quelque sorte pour dépasser le département. On a évoqué cette notion de pivot à l'instant, mais on va revenir au département et à la région avec d'abord le président de la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse, le maire de Bourg-en-Bresse. Nous sommes chez vous, Jean-François Debat, s'il vous plaît, monsieur le maire. Et puis donc, maire aussi d'Yvonne-les-Bains, premier vice-président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, Étienne Blanc. Monsieur le Président. Et il sera en quelque sorte le président de cette table ronde, conseiller départemental de l'Ain bien sûr, ancien président du département, député de l'Ain, Damien Abad, qui nous rejoint. Merci. Alors, merci monsieur le député. On va commencer évidemment par cette fameuse enquête, qui est l'élément clé, déterminant de tout le travail de réflexion, de dialogue. Et j'espère, alors vous avez répondu à cette enquête, la plupart de ceux qui sont ici évidemment, un très fort taux de réponse, près de 70%, c'est considérable, d'autant plus considérable que vous y avez passé du temps. Il fallait 45 minutes, parfois un petit peu plus, pour ceux qui voulaient encore plus mettre de commentaires. Donc, la première question que j'aurais à vous poser tous, évidemment, c'est comment réagissez-vous à cette enquête? Mais d'abord, on va la découvrir en détail. Elle a été présentée en partie à la presse. Vous verrez que, là encore, vous n'avez pas mâché vos mots. Voici donc cette enquête. Image. Cette enquête a été administrée du 24 avril au 13 juin 2018 auprès d'un panel de 1625 élus du département de l'Ain. 1027 élus ont répondu au questionnaire, soit un taux de participation de 63,20%. Cette animation présente les réponses à quelques-unes des 148 questions posées. L'organisation territoriale française. Un adjectif pour l'organisation territoriale française. La commune, l'intercommunalité. Quelles sont les principales satisfactions de votre mandat municipal intercommunal? Agir et participer à l'évolution du territoire au service de la commune. Mener des projets, être au service de la population. La proximité et le relationnel. La diversité des dossiers, l'ambiance entre élus. Être dans une strate plus élevée, intercommunalité, avec plus de compétences. Quels sont les principaux freins de votre mandat municipal intercommunal? Le manque de temps, notamment en conciliant vie professionnelle et vie d'élu. La lenteur et la lourdeur administrative. Les restrictions de budget. Le manque de formation. La mauvaise foi. L'adaptation difficile des communes à l'intercommunalité. Les petites communes qui subissent le poids des grosses dans les intercommunalités. Prioritairement, les élus souhaitent renforcer 3 strates administratives.
41,67% pensent à l'intercommunalité, car elle répond aux problématiques des bassins de vie et mutualise les moyens. 34,64% pensent à la commune, car c'est la proximité des citoyens et leurs besoins. 20,31% pensent au département, car c'est la collectivité de la proximité, aménageur du territoire, spécialiste du volet social. Pour 50,37% des élus, la fusion des communes de leur territoire pour en réduire le nombre est une opportunité. 65,10% pensent que l'évolution du périmètre d'action des intercommunalités représente un danger pour l'avenir des communes. Ces dangers sont principalement les communes deviennent des coquilles vides et perdent leur autonomie, la perte d'identité, l'éloignement des centres de décision. La fusion des intercommunalités doit-elle être poursuivie ? Les enjeux principaux du prochain mandat à l'échelle de votre commune ou intercommunalité. Le transfert des compétences à l'intercommunalité et la cohabitation avec les autres communes. S'adapter à la baisse des dotations de l'État. Adapter les services à l'afflux de la population. Maintenir la qualité des équipements de proximité. Se battre pour le maintien de nos compétences de proximité. Trouver des candidats motivés pour assumer une fonction de plus en plus difficile. Envisagez-vous de vous représenter lors des prochaines élections municipales? La relation entre institutions. Pour 72,24% des élus, le gouvernement n'est pas respectueux des collectivités territoriales, car manque de considération des élus locaux, ils ne les écoutent pas. La baisse des dotations et des moyens, l'augmentation des compétences mettent les collectivités locales en difficulté. L'État méconnaît le fonctionnement d'une collectivité locale. Le millefeuille administratif éloigne les élus locaux des citoyens. Il y a trop de lois qui viennent changer les règles. La fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes n'a pas été utile pour 75,18% des élus, car pas de réelles économies. Une perte de proximité et un éloignement des élus régionaux. Une vraie différence entre les deux régions qui n'est plus prise en compte. Dans le cadre de la simplification administrative, êtes-vous favorable à la réduction du nombre de départements? À noter que sur les 19,90% qui souhaitent la disparition des départements, 41,57% ne souhaitent pas la disparition de l'un. Qu'attendez-vous du département de l'Ain en matière de soutien et d'accompagnement? Un soutien financier, un soutien et un traitement impartial, des aides techniques et logistiques dans la réalisation des projets, des formations dans la gestion des communes. Quels sont les points positifs de votre relation avec le département de l'Ain? L'écoute, la proximité, la réactivité, les compétences des élus, la disponibilité. Les attentes des élus. 80,64% des élus souhaitent que le département de l'Ain mette en place une formation à l'action publique des élus et des futurs candidats. 57,84% des élus souhaitent la création d'un guichet unique départemental pour les demandes d'intervention ou dépôt de dossiers. Comment renforcer le lien entre votre commune et le conseil départemental? Organiser des rencontres régulières avec l'exécutif. Réfléchir en termes de bassin de vie. Mettre en place des actions valorisantes pour tous les territoires du département. L'Ain, demain. Les atouts du département de l'Ain en tant que territoire. Son dynamisme économique. La diversité de son territoire. Son cadre de vie attractif lié à l'aménagement de son territoire. Sa situation géographique. Le tourisme, la gastronomie et son patrimoine. Les défis que le département de l'Ain doit relever. Le développement de la fibre numérique. Survivre à la métropolisation. Conserver l'unité du département en tenant compte des différents bassins de vie. Développer la notoriété et la visibilité du département de l'Ain. Augmenter l'attractivité du département par des politiques touristiques et économiques. Gérer son patrimoine environnemental. Bien définir les compétences des différentes collectivités. Gérer l'augmentation démographique par la création de nouveaux services. Lutter contre la désertification médicale. Maintenir sa vocation agricole. Continuer à pouvoir aider les communes.
La proximité du département de l'Ain avec les métropoles de Lyon et de Genève est 40,78% une opportunité et un risque. 35,33% une opportunité. 7,53% un risque. Comment renforcer l'unité des territoires du département de l'Ain? Travailler par bassin de vie. Organiser des rencontres régulières entre les élus communaux et intercommunaux avec l'exécutif du département. Favoriser la complémentarité des territoires du département pour améliorer la solidarité. Promouvoir les richesses du département. Donner un sentiment de fierté aux habitants de l'Ain. Avoir une marque territoriale et un label. Renforcer les communications, ici, c'est l'Ain. Alors, d'abord, saluons l'Institut Opinion en région et la Caisse des dépôts et consignations, qui est le partenaire du département pour l'organisation de cette enquête très fouillée. Et vous aurez remarqué que ça a été exhaustif, mais ça en valait la peine. Parce que, en effet, d'abord, il y a du pain sur la planche, ça vous fait pas peur. Vous êtes attaché à votre mandat et à tout le travail et tous les objectifs qui ont été cités à la fin. Mais on a surtout répondu de manière assez franche, claire, parfois avec un peu de contradiction, ça nous a fait sourire, mais on est dans une réalité. Alors, Madame Guyon, vous avez là un mandat un peu difficile parce que vous représentez le terrain du terrain, si j'ose dire, le bout du terrain. Je ne sais pas le dire autrement parce qu'on m'a dit surtout pas de territoire reculé. Il ne faut pas employer ce terme parce que ce serait vexant. Bon, alors je ne l'utilise pas. Mais est-ce que vous vous reconnaissez dans cette enquête et qu'est-ce que vous voulez qu'on en retienne, vous? Alors déjà, il n'y a pas de territoire reculé, puisqu'on sait depuis le Moyen-Âge que la Terre n'est pas plate, elle est ronde. Donc, même si on est à l'extrémité d'un territoire donné, ben, on est toujours à côté des voisins. Je salue la Saône-et-Loire, le Jura. Donc, merci, petit propos liminaire que vous m'autoriserez. Alors, la remarque liminaire que je ferai, c'est déjà la satisfaction sur le taux de réponse, qui est important et qui, je crois, dénote le besoin d'expression des collègues élus. Et je partage tout à fait leur ressenti. On ne reviendra pas sur la complexité, la centralisation, la tendance trop technocratique des dernières évolutions. Le manque de considération est évoqué. Il est réel. Moi, j'irais même plus en parlant de défiance à l'égard des élus, à l'encontre des élus, qui s'est installée au fil des années et au fil d'évolutions législatives. Vous nous avez autorisé à ne pas faire de langue de bois. Je vais parler d'évolutions législatives plus sanctionnantes que facilitatrices. C'est vraiment... Et les élus, effectivement, ne se sentent pas écoutés et du coup encore moins entendus. Donc je pense que c'est, bon, pour avoir un petit peu d'expérience, un peu de retournement, c'est certainement le mandat le plus compliqué, notamment pour les maires. Et j'en viendrai sur un deuxième point, un des thèmes qui est évoqué et qui nous a beaucoup occupés, c'est la nouvelle carte intercommunale, des évolutions sur lesquelles, je crois, nous sommes d'accord sur l'intérêt, sur l'importance pour le développement de nos territoires, mais auquel, me semble-t-il, la NOA n'a pas tout à fait répondu par rapport à des questions. Alors, elles sont peut-être trop terre-à-terre, effectivement, elles sont les deux bien. C'est comment concilier dans une nouvelle intercommunalité les deux grandes philosophies que sont les intercommunalités de projet et les intercommunalités de gestion. C'est un peu technique, mais je pense que tous les collègues me reconnaîtront. On peut travailler ensemble, mais ça veut dire que sur certaines compétences, comment on les exerce, des choses très très simples. On évoque la voirie. Ben oui, des deux anciennes communautés de communes qui fusionnent peuvent très bien avoir une compétence voirie, mais qu'elles n'exercent pas de la même façon. Comment on pérennise ce bien? On parle beaucoup de l'eau, l'assainissement, ça c'est encore un grand thème. Comment harmoniser, mais en gardant quand même les particularités, parce que chaque territoire construit en fonction de ses besoins. Le premier point, en Bresse, en général, le maïs, c'est pas un épi qui est hors sol et qui descend vers la terre. Il fait d'abord ses racines et puis après il monte. Donc, ça veut dire que dans le débat, par exemple, et dans les opinions exprimées sur le débat entre interco et communes, vous vous reconnaissez dans ce qui a été dit là? Je me reconnais sur les interrogations. Bon, actuellement, dans la communauté d'agglomération, pour pas la nommer, nous sommes actuellement en train de travailler sur le projet territoire et on a eu des échanges très fructueux. Nous nous rejoignons sur la volonté d'avancer, mais des choses très concrètes sont...
n'ont pas été forcément bien appréhendées. On voit le poids prédominant, peut-être hyper prédominant, excusez-moi pour la redondance, des compétences obligatoires qui vont être très consommatrices de moyens financiers. Est-ce qu'elles ne vont pas faire courir des risques à des compétences facultatives, optionnelles, pourtant indispensables pour les territoires, quelle que soit leur taille? Vous m'avez dit deux choses que j'ai trouvées très fortes en préparant. Vous m'avez dit d'abord, le citoyen, l'électeur ne s'y retrouve plus, il y a un malaise parce qu'il ne sait plus qui fait quoi. Et par ailleurs, nous avons souvent des responsabilités importantes, des décisions à prendre, et puis on reçoit les dossiers considérables 4 jours avant, on ne peut pas rentrer dedans. Donc il y a la dimension de la formation des élus eux-mêmes, il y a la perception par les citoyens sur ces deux points. Tout à fait. Alors, effectivement, sur la préparation technique d'un conseil communautaire, la masse de documents est plus importante. Alors, il y a un travail en commission, certes, mais bon, il nous faut apprendre aussi à mieux appréhender des questions qui sont d'autant plus techniques et là, c'est vrai que c'est encore un petit peu difficile. Sur le citoyen, oui, le citoyen, il a du mal à s'y retrouver. Alors, bon, je pense qu'il connaît sa commune. On voit bien, les deux termes proximité sont rattachés aux communes et aux départements, certainement en lien avec la compétence qu'exercent ces deux collectivités. Pour l'intercommunalité, c'est encore un petit peu plus flou, et il faut bien reconnaître que comme il y a de la médecine de première intention, vous avez l'élu de première intention, c'est le maire, c'est les adjoints, parce qu'il ne faut pas oublier aussi nos collègues adjoints et conseillers municipaux, parce qu'on est des équipes. Dominique Bussereau a eu une formule d'une boutade. Je ne vais pas repartir avec les menottes de la recentralisation, mais vous aussi, vous m'avez parlé d'un sentiment, plutôt on recentralise, on ne décentralise pas. Tout à fait. Effectivement, là, il y a vraiment une recentralisation qui porte, voilà, qui gêne vraiment les actions que nous souhaitons mener. La population a besoin d'interlocuteurs directs et même les agents de nos collectivités, ce sont aussi des citoyens. Ces liens sont importants parce que l'élu, le maire, il a la connaissance, il a des liens avec ses habitants. On voit dans les territoires ruraux quelque chose là, avec les transformations de la société, les mouvements de population, les habitants en difficulté des territoires ruraux sont confrontés pratiquement à 80% aux mêmes problématiques que les habitants des quartiers qui sont identifiés politiques de la ville. Ouais, mais les solutions ne doivent pas forcément être les mêmes. Tout à fait. La politique de la ville est une compétence obligatoire des communautés d'agglomération. Elle n'a pas son pendant pour la ruralité. Alors, est-ce qu'il faut inventer une politique de la ruralité ou est-ce qu'il faut peut-être repenser la politique de la ville, être novateur et fédérateur pour prendre en compte ces innovations qui sont importantes. Et en complément de ces notions, ça veut dire que dans les données statistiques que nous traitons, là encore, si on regarde les données d'un territoire de 10 000 habitants et qu'on reprend les mêmes données sur 100 000 ou 200 000 habitants, on ne va pas avoir les mêmes résultats mathématiques, mais la réalité des habitants sera la même. Donc il faut trouver le bon échelon. Et là, par exemple, au niveau du département, garder l'échelon des cantons est important. On ne peut pas forcément rester sur l'échelon communal. Alors, trouver le bon échelon, comment vous voyez l'articulation, la bonne articulation région, département, commune, interco? Madame Lucas-Giraud, si vous voulez bien, vous êtes maire de commune et ancienne présidente de PCI, et au fond, vous êtes d'une certaine façon une victime d'une fusion entre deux intercos. Votre sentiment, à la fois sur le sondage et sur ce qu'il faut faire? Alors, au niveau du sondage, on retrouve effectivement tout ce que les élus peuvent penser et tout ce que je cautionne également, avec quand même quelques interrogations quand on voit l'évolution plutôt vers les intercommunalités. C'est vrai que je pose la question et je rejoins ma collègue. Aujourd'hui, on constate que les habitants vont plutôt vers les communes plutôt que vers les intercommunalités parce qu'ils connaissent leur maire, ils connaissent les adjoints, ils connaissent les équipes municipales plus facilement qu'ils vont connaître le président de la communauté de communes qui souvent n'est pas connu sur le territoire en question. Donc voilà ma réaction par rapport au sondage. Alors la bonne articulation compte tenu de la situation qu'on vient de décrire, pour vous? La bonne articulation, je dirais qu'elle serait de revoir les déroulements en fonction des habitants et des préoccupations. On s'est éloigné un tout petit peu des préoccupations des habitants. Tout à l'heure, vous le disiez, j'étais peut-être la première victime. Je dis peut-être, non, je ne pense pas. Je pense que les premières victimes, ce sont les habitants. Les premières victimes sont les habitants parce qu'ils ont subi
Ils n'ont pas subi complètement encore parce qu'ils vont se rendre compte petit à petit tout ce qui est en train de se passer. Les fusions ne sont pas encore terminées, elles vont se terminer au 31 décembre 2018 et à ce moment-là, les habitants verront encore mieux et encore plus quels sont les services dont ils disposent aujourd'hui, quels sont les services qu'ils auront à partir de 2019. Donc je crois que les habitants vont déjà être les premiers acteurs et les premières victimes et les premiers acteurs. Donc dans l'évolution qu'il peut y avoir, c'est effectivement depuis les habitants, les communes, et ensuite si on regarde toujours plus près des habitants, au plus près des habitants, qui est-ce qu'on rencontre? Les services des départements, par l'action sociale, justement. Oui, vous, la MDPH, par exemple, la Maison des Handicapés, vous êtes dans le social. Qu'est-ce qu'il faut pour assurer la pérennité des départements? Au niveau des départements, les départements sont ancrés dans les territoires, ils sont reconnus par les habitants. Au quotidien, que ce soit dans l'action au niveau des enfants, au niveau des jeunes, au niveau des parents, au niveau des personnes âgées, au niveau des personnes handicapées, au niveau des liens sociaux. Les départements sont connus. Alors après, ils sont pas toujours identifiés, d'où la nécessité de renforcer l'identification des départements, effectivement. Mais les services du département sont connus. Et très souvent, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils sont connus aux côtés des services des communes, avec les élus, avec les responsables des CCAS. Donc on retrouve souvent le binôme département et commune. Alors l'intercommunalité a son rôle à jouer. Par la loi NOTRe, on se rend compte que les communautés de communes ont un rôle de plus en plus administratif, de plus en plus fédérateur de compétences transversales. Mais cela est un peu abstrait pour l'habitant, puisque effectivement, s'il va utiliser l'assainissement, s'il va utiliser certains services, il ne va pas nécessairement savoir que c'est l'intercommunalité qui va s'en occuper. Lui, il va juste regarder devant sa porte ou les ordures ménagères, qu'est-ce qui se passe. Et quand il a un problème, je vais prendre l'exemple des ordures ménagères, qui est-ce qu'il va voir? Ce n'est pas l'intercommunalité, il va voir son maire. Donc vous voyez, je reviens sur votre question, c'est-à-dire quel schéma? La commune en premier, ensuite, je dirais l'intercommunalité par rapport à l'organisation des compétences, l'organisation pour optimiser effectivement certains financements, certaines organisations, et encore je mettrai un bémol parce qu'il faut prendre en considération les bassins de vie, mais tout de suite après je mettrai le département effectivement dans la proximité. Alors la vision des deux hôtes en quelque sorte du département de l'Ain, est-ce que vous voyez-vous dans vos départements Haute-Savoie et Isère les choses de la même façon? Comment vous réagissez? Alors Christian Monteil, si vous voulez bien d'abord, qu'est-ce que vous inspire ce sondage? Vous l'auriez fait la même chose? Je vais poser une question à Jean de Guéry. Est-ce qu'il y a des droits d'auteur sur le sondage? Non. Donc je préempte, je prends pour la Haute-Savoie. Très intéressant, bravo d'avoir organisé ce sondage. Ça a de la consistance. D'abord, beaucoup de réponses, et des réponses qui traduisent l'envie de parler, de dialoguer, d'être libre, les territoires, la proximité. Et on retrouve dans tout ça le credo du quotidien, qui est celui des élus locaux, globalement, et des conseillers départementaux. Je peux parler, pour ma part, pour la Haute-Savoie. Sur la question, on s'est arrêté quelques instants sur les relations avec l'État ou avec le gouvernement. Il me semble que nous avons tous les outils sur nos territoires pour travailler librement. La libre administration des collectivités, ça existe. La commune, l'intercommunalité, le département, la région. Nous avons la liberté d'agir. Je vous rappelle simplement les paroles du président Georges Pompidou. Réfléchissez-y pour ceux qui les connaissent. Pour les jeunes qui ne les connaîtraient pas, allez vous renseigner. Il faut nous donner les champs de liberté pour agir. Nous avons les moyens de le faire. Donc, moins de contraintes, plus de rapidité, plus de performance, plus de réactivité. Et effectivement, à partir de ce moment-là, eh bien, nous pourrons réaliser nos politiques. 2 mots sur la signature de la convention dont on a parlé il y a quelques instants. Une petite moitié des départements l'ont signé, une grosse moitié ne l'a pas signé. Moi, j'ai voulu signer cette convention, non pas pour faire plaisir à l'État et au gouvernement, mais parce que ce blocage de 1,2% de dépenses dans un département qui connaît 1,4% de démographie, c'est la même chose pour le département de l'Ain, d'ailleurs, Jean, c'est quasiment mission impossible, même si en même temps, on veut dégager des excédents de fonctionnement pour investir, c'est notre ADN. Donc j'ai signé tout simplement, non pas pour faire allégeance, surtout pas, c'est pas le principe de la maison, mais c'est pour éviter de se faire prendre des pénalités extrêmement importantes à ce sujet. Savoie et Haute-Savoie. Alors oui, parce que vous êtes engagé dans un processus dont on ne sait pas comment on peut le qualifier. Fusion, à terre, non, enfin c'est pas ça le sujet.
Bon, alors ça, là, il me faut une demi-journée. Si Eh, vous voulez. bon, J'ai une demi-minute, ça sera vite fait. Ouais, Je salue ma collègue, Madame Barbier, qui est conseillère départementale du canton d'à côté. Nous sommes voisins et forcément amis. Donc, l'histoire de la Savoie et de la Haute-Savoie, 1980-2000, 20 ans de constitution de ce qui a été une entente interdépartementale. Une entente interdépartementale, un dispositif associatif pour partager 4 compétences, une au titre de l'histoire, 2 au titre des territoires et une au titre de la réelle politique. L'histoire, eh bien, nous avons choisi de partager la compétence culture. Savoie, Haute-Savoie, le rattachement récent à la France, on puise dans notre mémoire. Il y a une identité là. C'est une évidence que nous avons énormément de choses à faire ensemble. Et dans le secteur de la culture, d'ailleurs, nous avons délégué la politique lecture qui est tenue par Savoie Biblio, un organisme bidépartemental qui nous permet de faire quelques économies d'échelle, comme on pourrait dire, chez les pompiers. J'ai essayé de faire travailler ensemble, mais là, on n'y arrive pas parce qu'il faut recompliquer le système avec un établissement public chapeau, bref. Donc, le premier sujet, c'est historique. C'est la culture. Le deuxième, c'est territoire. C'est partager les compétences au niveau de la promotion touristique et au niveau de l'agriculture. 8 millions d'euros dans un budget, 8 millions dans l'autre. Et le quatrième sujet, c'est la réelle politique. Nos prédécesseurs, il y a 30 ans, s'ils n'avaient pas associé les 2 départements, auraient laissé partir l'université qui, aujourd'hui, est basée sur les territoires d'Annecy et de Chambéry. Et c'est grâce à cela et avec cela que nous avons protégé ces dispositifs. Depuis 20 ans, un établissement public existe. Il a un budget de 25 millions d'euros. C'est peu à côté de nos budgets cumulés. Mais c'est une habitude, c'est un travail collectif et c'est la politique des petits pas. Il y a quelques années, nous avons essayé, dans le cadre de la loi NOTRe, d'aller vers la fusion. Nous n'avons pas obtenu satisfaction parce que nous avions l'envie accrochée au cœur et au corps de conserver la compétence économique, c'est notre ADN. Ça nous a été promis pendant, vous avez parlé d'André Valigny, quelqu'un il y a quelques instants, et puis de semaine en semaine, l'espoir s'est évaporé et on nous a répondu, messieurs les Savoyards, la loi NOTRe va être votée, si on vous fait plaisir, il y a les Basques, il y a les Bretons, il y a les Alsaciens, etc. Donc rentrer à la maison, c'est pas possible. Et nous, on continue pas à pas à rapprocher nos 2 départements, fusion un jour ou pas, on n'en sait rien, on se rapproche, on a modélisé nos politiques agricoles, culturelles, on a fait des économies de moyens, et puis sur 76 conseillers départementaux, nous en avons 15 de chaque département qui se réunissent, qui votent les budgets, et c'est un dispositif qui est plutôt qui progresse et qui peut être un petit exemple quelque part. Vous nous avez dit, 1, on a les moyens, 2, nous, on avance avec pragmatisme, quoi. C'est-à-dire, vous mutualisez de plus en plus, toujours plus, et puis un jour, on ne se rendra même pas compte que la fusion a eu lieu, en quelque sorte, quoi. Voilà, mais il faudra un peu de temps quand même. Alors, Monsieur Barbier, l'Isère, alors vous, on va parler aussi de la façon dont vous gérez l'exigence des élus de conserver la maîtrise de leur destin, avec notamment la territorialisation des aides. Mais d'abord, votre réaction au sondage. Ma réaction au sondage, c'est la même que mon collègue de Haute-Savoie, et féliciter Jean pour cette initiative. Mais l'élu local que je suis, parce que président de département, on est avant tout et surtout un élu local. Vous savez, j'ai été maire d'une commune pendant 20 ans de 300 habitants, après président d'intercommunalité, après conseiller départemental, et puis je me suis égaré un mandat à l'Assemblée nationale, je salue mes collègues ici, et je suis redevenu élu local. Et tout ce qui est dit dans ce sondage, bien sûr que je le partage. Bien sûr que je le partage parce que chaque élu qui est ici présent, là au fond de ses tripes. Et c'est vrai, et dans ce qu'on voit, et relation avec l'État, mais je comprends, l'État, depuis 20 ans, est devenu de plus en plus prescripteur et de moins en moins financeur. Comment voulez-vous, pour reprendre les termes de notre collègue ami Bussereau, c'est moyen. Je prends quelques exemples dans le domaine de la sécurité. Nos amis les pompiers. L'État prescrit, et nous, département, et vous, on finance. Sur le département de l'Isère, c'est juste 15% d'augmentation de l'activité des pompiers en 6 mois. Comment est-ce que je fais avec le 1,2% pour augmenter mon budget du SDIS? Les dotations de l'État,
le département de l'Isère, qui est un département d'1 300 000 habitants avec 1,5 milliard de budget, de 2014 à 2016, nous avons perdu en dotation 160 millions d'euros, soit le budget annuel alloué aux personnes handicapées. On nous propose, je ne sais pas ce qui va se passer, la perte du foncier bâti. C'est juste pour le département de l'Isère, le budget personnes âgées et le budget des collèges. Moi, expliquez-moi comment on va faire. Moi, on ne sait plus faire. On ne sait plus faire et dans les communes, c'est pareil. Et malheureusement, tout ceci se passe en cascade. Ensuite, sur ce qui a été dit, et je ne dis pas ça pour mon collègue Étienne Blanc et pour le président de la région qui font un travail important, mais le moyen aussi avec la région, ça signe quoi? Alors je vais le dire puisqu'on parle sans langue de bois et dans l'Ain, mais en Isère c'est pareil. Ça signe simplement l'échec de la réforme territoriale et l'échec de la loi NOTRe. Tout simplement. Parce que cette loi, et quand on a vécu les choses, en 2012, les départements étaient ce qu'il y avait de plus magnifique. On a réformé les modes de scrutin, on a fait des binômes, on a redécoupé les cantons. Tout le monde était heureux. 2013-2014, oups, on s'est trompé. Les départements, ça ne sert à rien. Et comme les départements ne servent à rien, on va agrandir les régions. Et on a fait des régions à peu près de la taille de l'Autriche, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une perte de proximité. Et tout ça aboutit à quoi? On a juste oublié que les départements étaient en charge des solidarités territoriales et des solidarités sociales. Deux choses qui nécessitent une proximité de tous les instants. Alors, les solidarités territoriales, vous avez mis en place un dispositif pour redonner de la marge de manœuvre avec vos subventions départementales, vos dotations aux communes, aux intercos. Vous avez mis en place un dispositif que vous appelez la territorialisation des aides. Présentez-nous ce système. Alors, on a deux niveaux d'intervention, effectivement, mais si vous voulez, ce dispositif qui était préexistant, il faut dire les choses. Le département de l'Isère est découpé en 13 territoires. Sur ces 13 territoires, le département alloue chaque année une enveloppe destinée aux subventions qui est calculée en fonction du nombre d'habitants et de la superficie du territoire pour équilibrer les choses entre les zones urbaines et les zones rurales. Cette somme est allouée chaque année. Par territoire, c'est environ 2,5 millions, 3 millions. Chaque territoire a la responsabilité, avec un comité de territoire qui regroupe les conseillers départementaux de ce territoire, de répartir les subventions entre les différents maires. Subventions qui sont validées par une conférence de territoire, c'est-à-dire l'ensemble des maires qui valident les subventions. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque ce sont les maires qui décident eux-mêmes des priorités qu'ils veulent avoir sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a une différence des aides au niveau du département en fonction du territoire. Par exemple, sur certains territoires, le scolaire est aidé à hauteur de 10%. Sur d'autres territoires, il est aidé à hauteur de 30%, avec des plafonds différents. Ce dispositif qui est très intéressant et qui fonctionne plutôt bien, parce que les maires sont en responsabilité des subventions qui sont allouées, a tout de même ses limites. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de telles disparités maintenant dans le département que des compétences comme celle du scolaire ne sont pas prises en compte au même niveau. Et aujourd'hui, on a des très gros projets qui ne peuvent plus être pris en compte dans ces enveloppes territoriales. Donc, le niveau départemental, je vais dire, je fais un peu ce que fait l'État, on a un peu une recentralisation. Sur ces compétences scolaires qui sont des compétences universelles, on revient un peu au dispositif. Et puis aussi, on a toujours des subventions départementales pour ce qui concerne les compétences obligatoires, par exemple lecture publique, et aussi les aides exceptionnelles que l'on peut donner au moment des inondations, tempêtes. Et puis, ce que nous avons mis en place au début du mandat, un plan de relance qui a permis, on a débloqué 100 millions d'euros en termes d'amélioration de la subvention sur l'ensemble des projets communaux pour faire en sorte que le bâtiment et les travaux publics reprennent, puisqu'on le sait, les départements, s'ils n'ont plus la compétence économique, interviennent parce qu'ils apportent en termes de travail pour les entreprises. Alors, merci pour à la fois cette présentation et cette réaction. Propos forts sur la loi NOTRe.
Étienne Blanc réagira dans un instant. Elle est ratée, enfin en tout cas c'est ce que j'ai entendu, c'est votre sentiment. Monsieur le maire, alors réaction de 2 et avec Damien Abad de 3 élus, on revient un peu au débat au sein du département de l'Ain, après ces éclairages, si vous voulez bien. Monsieur Debat, en l'occurrence, comment vous réagissez-vous, maire d'un territoire, de ce département, à ce sondage? Vous y avez passé du temps, vous me l'avez dit, clairement, vous avez joué le jeu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et dans ce débat sur la difficulté à trouver le bon emplacement entre communes, interco, comment vous voyez les choses? D'abord, peut-être juste une intervention liminaire pour faire écho à celle du président Bussereau. Je suis par ailleurs président délégué de Ville-de-France, qui donc regroupe les agglomérations, les villes entre 20 et 100 000 habitants. Je souhaite, de la même manière que l'a dit Dominique Bussereau, dire que je ne participerai pas à la conférence des territoires jeudi 12. C'est une info, là, vous vous y associez. Et que, parce que, tout simplement, à un moment donné, discuter, c'est une chose, mais ne pas avoir de réponse, c'est un problème. Et à un moment donné, on ne peut jamais rompre le dialogue en République. En revanche, on peut donner des coups de semonce. Aujourd'hui, très clairement,